Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons de nouveau en direct sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook pour fêter les 1 an de la société RICOP qui propose donc des offres de train citoyennes et innovantes. Alexandra de Bézieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de RICOP, accompagnée de Dominique Guéret. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes donc le président. Alors, peut-être pour les internautes qui n'ont pas suivi le premier plateau que nous avons fait ce matin, est-ce qu'on peut rappeler rapidement, dans les grandes lignes, le modèle de RICOP? Oui. Alors, RICOP est d'abord une société anonyme, une entreprise qui a pour mission de renforcer l'usage du ferroviaire. Et deuxièmement, elle est surtout une coopérative. C'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, donc avec tout le sens coopératif qu'on peut y trouver, bien sûr, ou peuvent venir dans ce sociétariat qui est multisociétariat, où on peut trouver les salariés dedans, on peut y trouver donc des personnes physiques, personnes morales, associations, entreprises, etc. Et surtout des collectivités qui peuvent rentrer au capital. C'est le seul statut coopératif où des collectivités territoriales peuvent entrer au capital d'une entreprise privée. Alors justement, ce côté coopératif, bien sûr, on va pas en parler tout le long de ce plateau. Vous avez eu des ateliers cet après-midi avec des sociétaires. Alors juste avant, je voudrais quand même présenter nos 3 invités également qui sont en ligne avec nous en direct. Fatima Bellaredj, qui est déléguée générale de la Confédération des SCOP. Bonjour. Fanny Carré-Comte également, donc secrétaire général d'Enercop, et Denis Stocking, qui est président du think tank européen pour la solidarité. Bonjour à tous les 3, merci de participer à ce plateau. Je ne sais pas si vous nous entendez. Bonjour. On vous entend très bien, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est parfait. Bonjour et bon anniversaire. Effectivement, donc c'est les 1 an de RICOP. Donc on le disait, il y a eu un premier plateau ce matin où on a parlé donc de la relance du ferroviaire. Cet après-midi, donc ça s'est terminé il y a peu de temps. 11 ateliers se sont préparés. Ils ont été proposés et animés par les sociétaires. C'est bien ça, Alexandra? Oui, c'est bien ça. Donc, on a laissé la possibilité... Enfin, les sociétaires se sont saisis de cette journée pour pouvoir, proposer et animer un certain nombre d'ateliers. Alors, des ateliers notamment autour de cercles de travail, puisque la coopérative, comme on l'a un petit peu dit ce matin, l'engagement des sociétaires n'est pas un vain mot. C'est-à-dire que quand on devient sociétaire de RICOP, donc on prend une part sociale ou plusieurs parts sociales, on peut simplement soutenir le projet financièrement en prenant une ou plusieurs parts sociales, mais on peut aussi s'engager dans la coopérative, et c'est vraiment ce qu'on recherche à travers le modèle RICOP, c'est que tous les acteurs des territoires, avec chacun leur spécificité, qu'ils viennent du monde du ferroviaire, qu'ils viennent du monde du développement durable, qu'ils soient simples citoyens et qui ont un intérêt à revoir le train circuler dans les territoires, que chacun puisse s'engager dans la coopérative et activement s'engager. Et c'est pour ça que dans le cadre de la coopérative, donc il y a des cercles de travail qui se sont mis en place où les sociétaires réfléchissent un certain nombre de sujets. Et cet après-midi, donc, il y a eu, effectivement, comme vous le disiez, 11 ateliers et une conférence dédiée à l'impact environnemental du train. Il y avait énormément de thématiques très variées. On imagine bien en même temps que les thématiques sont variées, puisque Dominique Guéret, vous le disiez, les sociétaires, ce sont des collectivités, ce sont des particuliers, des entreprises, des associations, donc des personnes qui viennent de tous horizons. Oui, tout à fait. Et donc, ça a créé vraiment une grande richesse d'ateliers. Donc, on a eu des ateliers, effectivement, sur des sujets autour des usages du train, de l'aménagement intérieur des trains, avec des idées très intéressantes qui ont pu émerger. Mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je vais déjà peut-être présenter la diversité des réflexions qui ont été menées cet après-midi. Donc, des choses autour des usages, donc de l'aménagement intérieur des trains, des usages en gare, de l'interaction entre train et vélo, des choses autour du développement des services ferroviaires, donc avec cet enjeu de réseau secondaire, comment on le développe, quels sont les leviers d'action pour renforcer ce réseau secondaire. J'ai l'impression que train et vélo, ça revient très souvent. Ça revient souvent, oui, en effet. Et la question aussi des prochains services annuels. Donc il y a un cercle qui s'est monté au sein de la coopérative où il y a une centaine de sociétaires qui se réunissent régulièrement et qui réfléchissent à des prochaines lignes pour RICOP, alors soit des grandes lignes province-province, soit
sera essentiellement sur des grandes lignes province-province actuellement, puisqu'il y a ce cercle réseau secondaire et petite ligne qui vient d'être lancé, et qui réfléchissent par exemple à des critères qui permettraient d'évaluer si une ligne a un sens pour le territoire ou pas. Par exemple, des critères liés à l'interaction avec, par exemple, des chemins de randonnée ou des véloroutes. Donc voilà, si la ligne passe à proximité d'un chemin de randonnée ou d'une véloroute ou d'une école, voilà, typiquement, ça peut être des éléments à considérer quand on considère le fait de réouvrir une ligne. Donc voilà, donc il y a eu cette réflexion-là sur les enjeux de nouveaux services, de nouvelles dessertes. Il y a eu des réflexions donc plus techniques ou technologiques sur la question du matériel ferroviaire. Donc voilà, quel type de matériel on va utiliser pour nos premiers services. C'est effectivement aussi une question qui est revenue de la part de commentaires d'internautes. Ce matériel ferroviaire, où est-ce que Railcoop va le trouver? Comment se le fournir? Est-ce que c'est une location? Quels sont les coûts d'exploitation? C'est des questions très concrètes qu'on peut se poser. Oui, effectivement. Le matériel ferroviaire, c'est très cher, on le sait. Donc, la solution, c'est de ne pas l'acheter en direct. On n'a pas tout de suite les moyens, même si on espère un jour que ça viendra. Donc, on va le louer en première partie, donc le faire financer par des loueurs. Entre autres, en France, on a l'entreprise Akiem qui loue des trains. Au niveau de l'Europe, il y a Alpha Train qui loue aussi des trains. Donc voilà, on va se tourner vers eux pour nous aider à faire ce financement de ces rames. Donc on va leur louer. Alors, qu'est-ce qui est ressorti d'autre sur le matériel roulant dans cet atelier ? Alors, plusieurs choses aussi sur la question du matériel roulant pour le fret. Voilà, la question d'utiliser du matériel neuf, du matériel d'occasion. Ça, c'est actuellement des débats, des réflexions qui sont en cours au sein de la coopérative et qu'on a partagé cet après-midi donc avec ceux qui ont participé à l'atelier. Voilà, donc il y a eu d'autres réflexions aussi sur la question de l'inclusion, notamment l'inclusion des femmes. On sait que le ferroviaire est assez historiquement plutôt un secteur masculin et donc de voir comment, effectivement, les femmes peuvent s'engager, s'engager plus globalement dans les secteurs de la mobilité. Donc, il y a eu tout un atelier dédié à ce sujet-là. Voilà, il y a eu beaucoup de choses aussi autour de la gouvernance coopérative et de l'implication plus globale des sociétaires. Donc, comment les sociétaires... La concertation exactement, des membres. Exactement, avec des enjeux d'éthique, des enjeux de transparence aussi, parce que ça, c'est au cœur de nos réflexions. Et je me tourne vers Dominique, parce que c'est vraiment Dominique qui pilote notamment ce chantier-là au sein de la coopérative. Mais voilà, des enjeux d'éthique et de transparence. Mais je te laisse la parole, Dominique. Oui. Ça fait partie, d'ailleurs, des 7 grands principes de l'Alliance internationale, de l'Alliance coopérative internationale, l'ACI, où effectivement l'éthique, le mode de gouvernance, la démocratie, donc une personne égale une voix, c'est très important à mettre en œuvre. Et donc il faut qu'on puisse le mettre en œuvre au sein de Railcoop, même si on a déjà 3000 sociétaires. Donc, ça veut dire qu'il faut s'organiser, mettre en place des indicateurs aussi, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir dans ce cercle gouvernance qui a eu un atelier d'ailleurs cet après-midi. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais voilà, c'est un apprentissage de comment mettre en place la gouvernance coopérative. Alors, j'ai une question pour Denis Stocking, puisque Denis Stocking, vous êtes président du think tank qui s'appelle Pour la solidarité. Donc, être sociétaire, est-ce que c'est forcément être solidaire ? Oui, bien sûr. C'est un enjeu de solidarité et c'est pour ça aussi que Pour la solidarité a souhaité devenir sociétaire. D'abord par notre attachement au SCOP et au SIC, qui sont un modèle tout à fait expérimenté et superbe en France. Et d'autre part parce que c'est marqué une solidarité avec un enjeu européen tout à fait important, lié notamment à l'enjeu du développement durable. Donc à la fois mobilité, à la fois enjeu économique, enjeu sociétal. Donc c'est un enjeu multiple et donc c'est un enjeu solidaire. Alors ces enjeux-là, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle donc l'ESS, l'économie sociale et solidaire. C'est la thématique du plateau de ce soir. Quelle est sa place dans des secteurs capitalistes, lucratifs en fait. Alors l'ESS, c'est quand même 10% de l'emploi en France. Selon la secrétaire d'État Olivia Grégoire, donc elle expliquait qu'un Français sur 2 était accompagné par une entreprise de l'ESS. Dominique Guéret, en quoi Railcoop s'inscrit dans ce secteur ? Par évidence, déjà, elle est une SIC, une coopérative.
Les coopératives font partie du monde de l'ESS, toutes les coopératives. Il y a une vingtaine de sortes de coopératives en France. Les SIC, la dernière année, parce qu'elles n'existent que depuis 2001, font partie de ce monde de l'ESS. Donc évidemment, on s'inscrit dedans. On s'inscrit par ce mode de gouvernance qui est totalement différent d'une société dite classique, de droit commun, où là, on a le patronat ou les actionnaires qui commandent. Là, c'est pas du tout le cas. On est mieux qu'une entreprise en mission. On pourra en parler peut-être tout à l'heure. Voilà, on est dans ce sens-là. On est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus à l'écoute des sociétaires. Les sociétaires ont leur mot à dire dans l'AG. On retrouve encore une fois une personne égale une voix. On voit bien que c'est forcément un poids. C'est-à-dire qu'on a beau amener 100 € en part sociale ou 10 000 €, on a toujours une voix. Donc ça, c'est une base fondamentale pour la gouvernance. Au sujet justement donc de cette gouvernance, on peut peut-être poser la question à Fatima Bellaredj. Vous êtes donc déléguée générale de la Confédération des SCOP, les sociétés coopératives et participatives. Alors sur quelles règles de gouvernance se basent les entreprises de l'économie sociale et solidaire ? En fait, dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, vous avez les coopératives, comme vient de le dire Dominique. Il y a une vingtaine de familles, entre les banques coopératives, par exemple, ou les coopératives maritimes, agricoles, etc. Et puis, vous avez les SCOP et les SIC. Et puis, vous avez dans les autres familles de l'économie sociale, les associations, les mutuelles. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Par rapport à votre question, en fait, le socle commun, il y en a un qui est très important, c'est effectivement en termes de gouvernance. Nous sommes sur des gouvernances partagées. Et puis, j'allais dire que le deuxième point important, c'est la répartition des richesses. C'est-à-dire que quand on fait des résultats, eh bien, les résultats retournent en fait pour la pérennisation de l'entreprise vers les salariés, vers les acteurs. Là, en l'occurrence, dans les SIC, au service du projet, donc au service de l'intérêt général. Cet intérêt général, donc justement, vous souhaitez peut-être rebondir dessus. J'imagine que ça a été une des thématiques des ateliers de cet après-midi. Oui, alors après, c'est vrai que c'est un peu transversal. Ça fait partie complètement du projet RICOP, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est bien dans cette thématique-là. Et oui, l'intérêt général, on le retrouve aussi dans cette notion d'aménagement du territoire, dont on a parlé aussi ce matin. Effectivement, comment permettre à des territoires qui sont aujourd'hui enclavés, à des gens qui n'ont pas forcément de possibilité de se déplacer, d'avoir une voiture individuelle parce qu'on sait que ça coûte cher, d'avoir accès, de se déplacer, d'avoir accès à certains biens et services également, parce que le train est aussi un élément de non-mobilité. J'aime beaucoup dire ça parce que je trouve que le train apporte aussi des biens et des services dans les territoires. Voilà. Et donc, ça participe de ce désenclavement et de cet aménagement du territoire finalement plus harmonieux certainement et plus inclusif. Donc, alors c'est vrai que quand on évoque l'activité économique et l'équité sociale, on a le sentiment que ça pourrait être des termes un petit peu opposés, mais nous avons des exemples de coopératives comme Cities, comme Enercop ou encore Énergie Partagée qui relient ces termes-là. Je vous propose de regarder ce reportage d'Amandine Roncon. 3439, c'est le nombre de coopératives actives en France pour un chiffre d'affaires global de 5,6 milliards d'euros. Beaucoup ont fait le choix d'un modèle basé sur l'économie sociale et solidaire, avec cette idée d'entreprendre autrement. On est 11 coopératives aujourd'hui qui appartiennent à la fois à leurs clients, aux salariés, aux collectivités locales, mais aussi à nos producteurs d'électricité. Aujourd'hui, on ne cherche pas à tout prix à faire de l'argent, mais c'est vraiment l'humain qui passe avant le capital dans nos projets. Même si Enercop est un projet de grande ampleur, ça ne l'empêche pas de porter des valeurs de l'économie sociale et solidaire et de les incarner. Alors les licornes, c'est un mouvement qui a été lancé par différentes coopératives en France, dont RICOP, Enercop, Télécop. Ce sont toutes des coopératives qui agissent dans les milieux de notre quotidien. La finance, le numérique, le covoiturage, le ferroviaire, l'énergie. Et ces coopératives-là se sont réunies pour mettre en avant comment les valeurs coopératives peuvent s'incarner dans notre quotidien et comment on peut mettre de l'économie sociale et solidaire en fait, dans tout ce qui compose notre quotidien. Aujourd'hui, Énergie Partagée, c'est un mouvement associatif
et qui accompagne 300 initiatives citoyennes sur tout le territoire. Sur l'aspect associatif, quand on accompagne des collectivités territoriales et des citoyens pour qu'ils reprennent en main la question énergétique en créant des projets de production d'énergie renouvelable. Du côté de l'outil financier, donc c'est un produit non spéculatif, avec une rentabilité mais non spéculatif. Les deux branches du mouvement aujourd'hui sont pleinement inscrites dans l'économie sociale et solidaire. City, c'est une coopérative d'autopartage. Concrètement, on fait des voitures en libre service. Le choix d'être en coopérative, c'est le choix de travailler avec toutes les parties prenantes sur le territoire, c'est-à-dire les usagers, les salariés, les collectivités et des partenaires publics et privés. Je suis persuadé qu'une des révolutions de demain, ça va être d'intégrer la démocratie dans l'entreprise. Pour moi, la vision de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une vision uniquement réparatrice ou une vision uniquement sociale ou uniquement environnementale. Demain, le modèle économique peut être celui de l'économie sociale et solidaire en intégrant plus de démocratie et plus d'implication des parties prenantes dans la vie des entreprises. Alors, je voudrais interpeller Fanélie Carré-Comte, qui est secrétaire générale d'Enercop, donc Enercop fournisseur d'électricité verte. Quels sont pour vous les freins au projet d'économie sociale et solidaire ? Donc déjà, bonjour à toutes et tous et à nouveau bon anniversaire à Raikop. Il y a un certain nombre de freins, mais peut-être qu'il y a aussi des leviers d'abord, dont il faudrait peut-être qu'on redise deux mots. On les voit bien sur le reportage, mais à quel point les projets coopératifs qui sont décrits là, d'abord, je pense qu'ils sont très mobilisateurs parce qu'ils correspondent aussi à une vision particulière de l'économie et de la société. Il y a une vraie vision politique derrière tous ces projets. Le fait de défendre, par exemple, pour ce qui est d'Enercop, dans notre vision du système énergétique, l'énergie comme un bien commun et pas comme un terrain de profit, un système démocratique. Comment est-ce qu'on fait pour que les citoyens soient acteurs des choix énergétiques de notre pays, la question de la lucrativité limitée, le multisociétariat, comment est-ce qu'on crée du commun autour de tous nos projets coopératifs. Et donc, je crois que ça, c'est d'abord beaucoup des leviers qui font que ces projets-là sont des projets qui réussissent, qui entraînent de plus en plus de citoyennes et de citoyens, et également de collectivités locales, de partenaires. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors après, oui, il peut y avoir des freins. Il peut y avoir des freins parce qu'effectivement, faire le choix d'un modèle à lucrativité limitée dans des secteurs d'activité qui sont particulièrement concurrentiels et avec des enjeux de rentabilité très forts, ce n'est pas des choix faciles, c'est des choix qui sont très exigeants parce qu'effectivement, nous faisons des choix avec nos modèles que nos concurrents ne font pas. C'est par exemple le choix de dédier du temps à ces questions de gouvernance et de vie démocratique, du temps et des moyens humains, des moyens matériels. Toutes ces choses-là, ce n'est pas forcément des choses avec lesquelles nos concurrents de l'économie plus classique vont s'embêter. On fait des choix très exigeants aussi éthiques sur nos modèles économiques. Par exemple, à Enercop, on a une limitation des écarts de salaire entre 1 et 3. Ça implique aussi des choses sur les personnes qu'on recrute, sur comment on est organisé. On fait aussi ce choix quand on va voir des financeurs, de leur expliquer que chez nous, effectivement, la finalité n'est pas le profit, n'est pas la rentabilité, et que donc s'ils viennent nous soutenir, ça ne sera pas pour effectivement satisfaire des actionnaires ou des fonds de pension divers et variés. Et donc du coup, ces spécificités de notre modèle, elles ne sont pas déjà toujours faciles à faire entendre, notamment du point de vue, par exemple, des partenaires financiers ou bancaires. Et puis, on pourrait, je pense, faire encore davantage du point de vue aussi des pouvoirs publics nationaux et européens, peut-être que Denis y reviendra, pour davantage soutenir et reconnaître ces modèles, que ça soit par exemple par les appels d'offres ou l'exemplarité de la commande publique au niveau national ou local. On pourrait avoir davantage de clauses sociales et environnementales pour favoriser ces modèles. Il y a des choses comme ça qui pourraient être encore appuyées pour appuyer encore le développement d'économie sociale. Et je crois que ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que ce sont des modèles très mobilisateurs et très prometteurs par rapport aux enjeux de la transition écologique et sociale que nous rencontrons actuellement. Alors, vous disiez que la priorité n'était pas donc nécessairement la rentabilité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas dans un modèle rentable.
Ah bien sûr, mais la question c'est la finalité. C'est-à-dire que oui, Enercoop par exemple aujourd'hui c'est 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une augmentation de nos nombres de clients de 23% par an et c'est effectivement, voilà, ces modèles-là, ils ont vocation à développer des modèles économiques stables et durables et pérennes et donc à être effectivement rentables pour être fonctionnels. Mais là où on a une vraie différence avec l'économie classique, l'économie capitaliste, on va dire classique, c'est que la finalité de tout ça, c'est le projet, c'est la notion d'utilité sociale, c'est la notion d'intérêt collectif. Et là, je crois qu'on en revient au SIC, puisque c'était aussi un des enjeux du débat qu'on a là. Nos sociétés coopératives d'intérêt collectif, elles portent bien leur nom, à savoir que le projet vise à développer des activités, certes économiques, mais d'intérêt collectif. On le voit sur la question de la mobilité, avec Cities qui était cité, avec RICOP et aussi les questions d'aménagement du territoire. On le voit avec Enercoop sur les questions d'énergie. Le projet d'Enercoop, il vise à permettre de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une énergie renouvelable dans le cadre d'un système énergétique 100% renouvelable qui est aujourd'hui, à notre sens, indispensable face aux enjeux écologiques. Donc, on voit bien que effectivement, on peut concilier des projets économiques qui marchent avec derrière une utilité sociale et un projet d'intérêt collectif. Et c'est bien ça qu'on fait à travers nos modèles. Alors ce projet justement, Fanélie Carécon, donc vous parliez du modèle SIC, donc le modèle de RICOP, Société coopérative d'intérêt collectif. Alors, société parce que inscrite au registre du commerce et des sociétés, on est bien d'accord, soumise aux impôts commerciaux. Voilà, et coopérative, vous le disiez Dominique Guéret tout à l'heure, une personne, une voix en assemblée. Exactement. Donc l'équité totale et un capital variable. Donc la libre entrée et sortie. Exactement. Le capital peut évoluer en montant. On préfère qu'il soit plutôt en montant. et aussi en descendant. Si des sociétaires veulent récupérer leur part, ils le peuvent. Donc voilà, c'est pas du don, c'est pas comme une association, c'est une vraie entreprise, c'est une SA. Donc voilà, le capital peut monter et descendre en fonction du nombre de sociétaires qui rentrent et qui sortent. Voilà. Avec une obligation de plusieurs types d'associés. Ça, c'est une obligation. Dans les SIC, oui, il faut au moins trois collèges, 3 qualifications différentes de sociétaires. Le premier, c'est les salariés. Donc les salariés sont partie prenante à l'intérieur de la gouvernance de la coopérative. Donc ça, c'est aussi très intéressant, un peu comme les SCOP. Mais bon, les SCOP, c'est juste les salariés qui sont sociétaires de leur outil de travail. Donc nous, en plus des salariés, il y a les personnes physiques, donc qui sont très nombreuses, par exemple chez nous, comme chez Enercoop. Et puis il y a les associations, on a des différentes associations, différentes entreprises aussi, donc toutes les personnes morales. Et enfin, les collectivités qui peuvent faire levier par rapport au nombre de sociétaires personnes physiques, donc ils sont présentes. On retrouve là l'ancrage territorial. Voilà, on voit à travers la future ligne Bordeaux-Lyon que les collectivités traversées sont très intéressées parce que c'est une redynamisation de ces territoires et elles sont donc partie prenante pour dire nous, ça nous intéresse parce qu'on peut travailler ensemble, on peut faire des projets ensemble et donc elles sont présentes auprès de nous pour nous aider à développer ce service. En parlant des parties prenantes, Alexandra, vous évoquiez tout à l'heure le partage des richesses et l'échelle des salaires. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être en parler un peu, détailler davantage cette notion ? Oui, je pense que ce qui est important de dire aussi, donc RICOP s'est mis en conformité dans ses statuts avec les critères ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc ça implique un certain nombre de choses et notamment effectivement un plafonnement des rémunérations. Fanélie évoquait tout à l'heure donc le plafonnement au sein d'Enercoop. Nous c'est pareil, on a une échelle de rémunération donc qui est de 1 à 7 au sein de la coopérative. Voilà, donc x7 maximum. x7. Alors si je rentre dans les détails, c'est en fait x10, mais c'est la moyenne des 3 plus hauts salaires ne peut pas excéder 7 fois le plus bas salaire de la coopérative. Voilà. Donc ça, c'est les critères qu'on a statutairement indiqués. Donc voilà, ça c'est immuable, c'est dans nos statuts. Et donc,
il y a déjà cette partie-là du partage de la richesse, c'est-à-dire que déjà la richesse qui est produite ne sert pas forcément à rémunérer indûment ou avec des salaires énormes certains dirigeants, etc. On est déjà voilà, sur cette échelle-là. Et puis ensuite, le partage de la richesse, il est effectivement dans le cadre de la redistribution des dividendes, on va dire, puisque dans le cadre d'une SIC, les bénéfices qui sont générés, en fait, en majorité, donc à hauteur de 57,5%, doivent être conservés dans l'entreprise. Donc ne servent pas à rémunérer les sociétaires, parce qu'on ne parle pas d'actionnaires, on parle bien de sociétaires dans ce cadre-là. Donc voilà, donc il y a vraiment cette volonté de partage de la richesse et que la richesse produite serve à l'objet social et en l'occurrence dans le cadre de la RICOP, serve le développement du ferroviaire. Alors comment je peux être sociétaire? Je dois souscrire à une part sociale? Plusieurs? On peut commencer par une part sociale. Il suffit d'aller sur notre site internet. Voilà, et là, on peut souscrire une part, 5, 10, comme on veut. On peut aussi faire des cadeaux aux enfants. Là, c'est le moment de Noël. Voilà, et des cartes cadeaux. Les mineurs peuvent être donc sociétaires. Voilà. Alors après, c'est le tuteur. Bien sûr, un tuteur. Il faut légal. Un tuteur avec. Le tuteur légal, c'est lui qui va, pendant la fameuse AG, c'est lui qui va donc voter. Mais voilà, un mineur de quelques mois peut être présent au sociétariat. Une part sociale, c'est 100 €. Enfin, je pense que c'est intéressant de le préciser parce que, voilà, une part sociale, 100 €, très bien. Et une déduction d'impôt pour les particuliers. Les particuliers, sociétaires particuliers. Oui, c'est ça. Donc jusqu'à la fin de l'année, il y a une déduction d'impôt de 25% sur l'investissement sous réserve de conserver les parts sociales pendant 5 ans. Voilà, on va voir si cet avantage fiscal est reconduit l'année prochaine. Mais en tout cas, pour tout sociétaire qui souhaiterait investir d'ici le 31 décembre, effectivement, il peut bénéficier, s'il est imposable, d'une réduction d'impôt à hauteur de 25% de son investissement. Tous les jours, vous avez de nouveaux sociétaires qui souscrivent. Donc, RICOP, c'est près de 3000 sociétaires déjà mobilisés. Donc, on l'a dit, des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités locales. Je vous propose d'écouter leurs témoignages qui ont été recueillis par Laure Bessy. Je m'appelle Alain Pénicaud, je suis sociétaire RICOP et membre du cercle Bordeaux at RICOP. Alors, je suis Philippe Buisson, je suis le maire de Libourne et le président de la communauté d'agglomération du Libournais et à ce titre sociétaire de la coopérative RICOP. Je m'appelle Jean-Luc Palacio, je suis secrétaire du CRELOC, le comité pour la réouverture de la ligne Oloron-Canfranc, et cette association donc, a décidé d'adhérer et de devenir sociétaire de la coopérative RICOP. Morin Berger, architecte, co-gérant de Insolite Architecture, une agence d'architectes qui travaille à la fois à Lyon et à Bordeaux. Et nous sommes ravis d'être sociétaires de RICOP. Il se trouve que j'ai lu au mois d'avril ou mai un article dans Rue 89 Bordeaux qui parlait de RICOP. Et moi, j'ai vu ça arriver comme un ovni. Il faut une démarche qui est complètement... qu'on n'a pas osé faire, nous, en fait. Je suis arrivé récemment sur Bordeaux, en 2014. C'est pile poil à cette époque-là où la dernière liaison entre Bordeaux et Lyon en train a existé. Lorsqu'on habite Libourne et qu'on veut aller à Lyon, eh bien, on prend sa voiture. Ou on prend les bus, les fameux cars Macron. Et de savoir qu'il y avait un projet qui était remonté et qui cherchait effectivement à retisser du lien entre ces deux villes, et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'aime les trains, j'aime les gares, je pleure sur les lignes qui ferment, etc. Et là, je voyais des gens qui ont envie de rouvrir des lignes. En plus, une ligne que j'avais déjà prise plusieurs fois, Bordeaux-Lyon. C'est très important pour nous que nous ayons une ligne ferroviaire qui irrigue l'Est de la France à partir de Bordeaux. Et je dirais de manière globale, il y a deux aspects. Le principe de la coopérative. Voilà, ce n'est pas une affaire lucrative, c'est une affaire d'aménagement du territoire et de respect de l'environnement. C'est tout naturel qu'on vienne dans cette coopérative qui est aussi un mode de gouvernance nouveau, plus citoyen, moins capitaliste. C'est-à-dire qu'on apporte notre pierre à un édifice en commun. Qui n'a pas comme seule perspective le projet de distribuer des dividendes. Moi, j'étais prêt à donner un petit peu d'argent pour soutenir un projet qui, pour moi, va dans le bon sens. Et puis, je me suis rendu compte après que je pouvais participer à ce projet, que je pouvais aider et que je pouvais faire avancer les réflexions. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus chouette dans la vie, c'est faire des choses ensemble plutôt que de faire des choses individuelles. Et la coopérative, je pense qu'elle apporte ça. C'est pas un modèle économique pour faire de l'argent, mais c'est un modèle de l'économie, de la vraie économie dont on parle, d'économie de moyens, d'économie d'échelle.
Et là, du coup, c'est aussi effectivement de fédérer des gens. Voilà. Et je trouve ça très pertinent et très intéressant humainement. La forme de gouvernance d'une coopérative est plus vertueuse. En tout cas, j'ai envie de lui donner ses chances. C'est une aventure. C'est un challenge. C'est un projet industriel. Un challenge de mobilité, un challenge de gouvernance. Il faut du matériel, il faut trouver les conducteurs, et c'est un gros projet, quoi. C'est une forme de militantisme pour le ferroviaire, de militantisme aussi pour un monde économique peut-être plus vertueux. Sachant que ça peut ne pas marcher, attention, on reste quand même conscient et lucide sur les possibilités de réussite. Mais il y en a. Donc ouais, on ne veut pas louper cette aventure-là. Ouais. Moi, ça me permet d'être un citoyen actif plutôt qu'un citoyen qui se lamente en disant on fait rien de bon, ça va pas, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette idée de on s'en occupe nous-mêmes des problèmes. On verra. L'aventure nous attend, voilà, je dirais ça comme ça. Et puis avec RICOP, j'ai aussi l'idée qu'on puisse un peu montrer l'exemple et qu'ensuite ça ait des conséquences bien au-delà de RICOP. Nous avons donc entendu les témoignages de différents sociétaires de RICOP. En parlant de témoignages, nous avons eu un commentaire là en direct d'une personne qui demande si il y a un nombre minimum de parts sociales à prendre dans RICOP selon le collège auquel on appartient. Donc collège, c'est-à-dire quel type d'associé. C'est bien ça ? Alors, aujourd'hui, tout le monde peut prendre des parts sociales. Une part sociale, c'est 100 € et c'est pour tout le monde. Ceci dit, effectivement, en fonction pour une certaine équité de traitement entre les catégories de sociétaires, par exemple, pour les collectivités locales, on est parti sur une base de 50 centimes par habitant. Donc aujourd'hui, les collectivités locales qui nous ont rejoints sont rentrées au capital de RICOP à hauteur de 50 centimes par habitant. Voilà. Pour les entreprises et les associations, on a sur notre site également mis une grille indicative en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, c'est sûr que s'il y a une très grosse entreprise veut participer à l'aventure RICOP, elle peut tout à fait le faire. Elle peut le faire à partir de 100 €, mais c'est vrai que le conseil d'administration, et je me tourne vers notre président, je ne suis pas sûre que le conseil d'administration valide cette entrée au capital au regard des bénéfices attendus pour l'entreprise. Ou voilà. Donc il n'y a pas d'obstacle à ce que chacun rentre à partir de 100 €, voilà. Mais néanmoins, effectivement, pour une équité de traitement entre les sociétaires au sein d'un même collège, on a élaboré un certain nombre de règles. Voilà. Ce sont peut-être des critères qu'on peut retrouver sur le site de RICOP. Oui. Tout à fait. Oui, selon une grille. Très bien. Fait. Denis Stocking, vous avez donc entendu comme nous les témoignages des sociétaires de RICOP. Les mots militantisme ont été évoqués. On a entendu aussi aventure, citoyen actif. Que peut faire une entreprise pour favoriser l'implication de ses membres ? Ah, je crois que M. Stocking n'a pas allumé son micro. Donc je pense Pardon, excusez-moi, je l'avais fermé et je n'ai pas repris. Je dis là, mais le premier moyen, c'est de choisir le statut de SCOP ou de SIC, ce qui est déjà un bon moyen pour impliquer les travailleurs. Donc, c'est un moyen que RICOP a choisi, donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais il y a d'autres éléments. Il y a faire participer à la gouvernance l'ensemble des parties prenantes. Et donc, de ne pas faire en sorte que le top décide et que les autres suivent. Mais inversement, qu'il y a un système qu'on appelle en bon français une initiative bottom-up, une initiative qui vient du terrain, des personnes elles-mêmes, pour qu'elles puissent contribuer à la gouvernance. Ça, je crois que c'est extrêmement important, mais c'est extrêmement lié au statut qui a été choisi par RICOP. Comment est-ce qu'on peut justement organiser la transparence de l'information ? La transparence, elle doit se faire à tous les niveaux. Une transparence, elle est indispensable au travers des éléments des organes statutaires. Est-ce que les comptes, tout à l'heure, Fanelli, c'était intéressant, elle a donné quelques éléments directement, Enerco, voilà, toc toc, quelques éléments très concrets, très précis, qu'on ne donnerait sans doute pas nécessairement dans une entreprise privée dite classique, mais elle n'est pas tellement classique, elle est capitaliste. Donc, je pense que la transparence, elle vient
de mettre en évidence aussi les problèmes qui existent. C'est quoi les problèmes? Toutes les entreprises, nous sommes ici des responsables associatifs, mais d'entreprises. Et dans ces entreprises, il y a toujours des problèmes. Mais il y a toujours des solutions aussi. De mettre en évidence quels sont les problèmes, quelles sont les solutions et qui décide des solutions à trouver. Ça doit être des éléments collectifs qui permettent les solutions. Et Fanélie Carré-Comte a également parlé tout à l'heure du côté pérenne de l'entreprise. Ça, c'est aussi un des critères importants. Je crois d'abord, pour protéger le capital de nos sociétaires, il faut que l'entreprise soit pérenne et qu'elle perdure. Et il y a aussi, on parle beaucoup des communs. Actuellement, je pense que les SIC sont dans cet esprit des communs, dans le fait qu'elles peuvent durer dans le temps et surtout qu'elles ne peuvent pas être rachetées comme les entreprises classiques avec une OPA, etc. C'est impossible dans le mode, dans les coopératives et encore moins en SIC, parce que les parts sociales, ne serait-ce que c'est un truc assez technique, les parts sociales ne peuvent pas être vendues directement de sociétaire à sociétaire. On récupère sa part sociale et c'est le CA qui va valider l'entrée des nouveaux sociétaires. Donc là, forcément, s'il y a quelqu'un qui veut essayer de... c'est arrivé, hein, il y a une histoire comme ça en Angleterre, voilà, une grosse coopérative de distribution qui a failli être reprise par une entreprise classique. Ils s'en sont aperçus à temps. Voilà, mais en France, ce n'est pas possible parce qu'on est protégé par la loi. On ne peut pas revendre les parts sociales de gré à gré. Donc ça, c'est une pérennité absolue. Il n'y a pas de rachat, pas d'OPA. Il y a également un critère important dans les entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est la territorialité. Alors peut-être que Fatima Belaredj, vous pourriez nous en parler. Est-ce qu'il faut, dans l'ESS, privilégier les partenariats locaux ? C'est un sacré atout, hein. Vous savez, là, on parle des SCOP et des SIC, et en particulier des SIC. La particularité qu'on a dans nos coopératives, ce sont des entreprises avec des emplois qui sont non délocalisables et qui sont très ancrés sur les territoires. Les SIC encore plus, hein, Dominique et Alexandra vous ont expliqué que dans leur sociétariat, il y avait des collectivités territoriales. On a eu d'ailleurs le maire de Libourne. La réalité des SIC, qui sont des entreprises, comme on l'a dit, même si ce sont des entreprises pas comme les autres, c'est que dans ces entreprises, on a un tiers de collectivités qui ont investi dans le capital pour être sociétaires, pour être partenaires, pour être partie prenante, pour décider ensemble des orientations à donner à l'entreprise. Et ça, c'est la traduction directe. Là, on voit avec RICOP, ça permet d'aménager le territoire. Mais dans toutes ces entreprises où les collectivités sont présentes, c'est effectivement l'enjeu du développement territorial dans des activités comme, enfin, je sais qu'Enercop au niveau régional, par exemple, a ces cycles où les collectivités sont devenues partie prenante, mais on les a aussi dans des secteurs autour de l'alimentaire, enfin, vous voyez, dans des secteurs où la commune, la métropole, la région, les intercommunalités vont vraiment trouver un intérêt. Et l'intérêt, il est vraiment autour de cette proximité et du développement du territoire. C'est pas difficile, justement, de concilier le collectif national et l'échelon local ? Oh non, c'est dans notre ADN. Non, très franchement, ça c'est absolument pas... compliqué. Je ne vais pas parler à la place de Fanélie parce que l'exemple d'Enercop est vraiment très intéressant. Mais cette double entrée nationale et régionale se retrouve dans quelques-unes des SIC. Hein, il y en a 1000 aujourd'hui qui représentent un peu plus de 10 000 emplois. Et vraiment, l'ADN, il est bien plus local que national. Il peut y avoir une entité nationale parce que le rayonnement va être national, mais vous aviez tout à l'heure dans le reportage Cities, le vrai plus, la vraie innovation, c'est cet ancrage territorial qui fait qu'on va répondre autant aux usagers qu'aux problématiques et aux visées que vont rechercher les collectivités. Donc, il n'y a absolument pas de... C'est tout à fait... ça se décline assez naturellement parce que
les coopératives sont d'abord préoccupées de ce qu'elles vont apporter sur le territoire plutôt que leur dimension nationale. Fanélie Carré-Comte, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Fatima Bellarèche, qui vous a interpellé plusieurs fois? Oui, tout à fait. En fait, je pense que d'abord, il faut revenir au projet. On en revient toujours au projet. Et effectivement, la question de l'ancrage local dans le projet d'Enercop, elle est constitutive de notre ADN, puisque l'enjeu, c'était de construire ce que nous, on appelle le système du circuit court de l'énergie, en rassemblant sur un même territoire les consommateurs d'électricité renouvelable, les producteurs d'électricité renouvelable, les partenaires et les collectivités locales, d'où le choix effectivement de se constituer en réseau de 11 coopératives, Enercop Aquitaine que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, et puis 9 autres coopératives locales et une coopérative nationale pour construire donc ce circuit court au plus près du territoire avec des enjeux de résilience des territoires autour des questions énergétiques. Mais effectivement, ça se fait en articulation avec des enjeux de mutualisation au niveau national et de péréquation et de solidarité entre toutes ces coopératives et puis notre vision du système énergétique. Mais j'ai aussi envie de rajouter un autre échelon, parce qu'on pourrait par exemple parler du niveau européen également, puisqu'on voit bien qu'on va du local au national et également au niveau européen, puisqu'il y a aussi des enjeux de coopération entre coopératives au plan européen. Par exemple, Enercop, on fait partie d'une fédération qui s'appelle RESCOP et qui regroupe en fait les coopératives d'énergie renouvelable partout en Europe, et donc ils construisent aussi des logiques de solidarité au-delà des frontières. Donc je crois vraiment que tous ces échelons doivent être articulés de manière complémentaire, et ça se fait très bien aujourd'hui à partir d'un projet, d'une vision du secteur énergétique tel que nous, on le conçoit et on le prône. Il y aurait donc pour RICOP aussi cette vision européenne comme pour Enercop? Oui, de la même manière, on n'y est pas encore, mais ça peut commencer par quelques lignes transfrontalières entre la France, le Luxembourg ou l'Allemagne. Il y a déjà quelques petites touches, mais bon, on n'en est pas encore là. Mais oui, l'idée, c'est bien sûr, c'est ça aussi. C'est tout en gardant ce projet aussi où c'est l'homme qui reste au centre du projet. Mais là, on relie les hommes entre eux, donc ça va aussi dans le bon sens. Alors justement, si on relie les hommes entre eux, quelle est la politique salariale d'une SIC comme RICOP? Dominique, non? Bien. Déjà, il y a cette question du plafonnement des rémunérations qu'on évoquait. Aujourd'hui, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, on commence l'équipe RICOP s'étoffe, donc on est en train de poser les bases du cadre social. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment il y a une convention collective ferroviaire qui existe, mais qui est vraiment un peu et puis qui est un peu le minimum du minimum. Donc nous, on souhaite travailler d'ailleurs, et c'est vraiment, on travaille aussi avec un certain nombre d'acteurs, y compris les syndicats, pour poser les cadres d'un cadre social qui soit le plus juste possible et le plus vertueux, puisque c'est vraiment inscrit dans notre ADN, en fait, vous l'aurez bien compris. Donc il s'agit effectivement de poser les bases dès le démarrage. Mais là, on part justement d'une feuille blanche, si je puis dire. À part la base légale qui est relativement minimale, donc nous, notre enjeu, c'est bien évidemment de proposer un cadre social qui soit le plus protecteur possible et le plus émancipateur aussi. C'est extrêmement important aussi puisqu'on s'inscrit dans cette logique d'intelligence collective, il faut que les salariés, et c'est un petit peu ce que disait Dominique et ce que disait Fatima aussi tout à l'heure, c'est que les salariés ont leur place complètement dans la gouvernance de l'entreprise. Et donc, ils participent à la construction du projet. Ils ne sont pas simplement simples exécutants, on va dire. Ils sont là pour construire le projet. Et c'est très important qu'il y ait à la fois ce cadre social protecteur et ces capacités de se saisir vraiment de cet outil qui est RICOP, qui est la coopérative. Alors, vous l'avez dit, c'est encore une feuille blanche, la convention collective de RICOP, c'est tout à fait normal. Alors, on peut peut-être poser la question à Fanélie Carré-Comte, parce que là, on n'est plus sur une feuille blanche au niveau d'Enercop. Donc, quelle est la politique salariale d'Enercop? Vous nous entendez, Fanélie Carré-Comte?
Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. De micro écoutez, je voulais donner un petit peu parler tout à l'heure. Hein. Nous, il y a effectivement cette question de la limitation des écarts de salaire qui est très importante pour nous, puisque donc on est sur des limitations de salaire entre 1 et 3 comme écart maximum. Et puis, vous donner peut-être, donc aujourd'hui, vous dire également que dans notre réseau des coopératives ENRCOP, on a à peu près 200 salariés. Et puis, pour ce qui est de notre coopérative nationale, on a des écarts on a une égalité salariale entre les femmes et les hommes, et puis un salaire médian qui est aux alentours de 1 800 € pour ce qui existe aujourd'hui dans ENRCOP. Voilà, mais la question de politique salariale, elles sont aussi plus larges que ça, puisque donc derrière, il y a toutes des questions de conditions de travail, il y a des questions de culture de travail aussi. Nous, on est très attachés à ces questions de travail démocratique et notamment de gouvernance partagée. Et vous avez par exemple des obligations en matière de dialogue social ? Pardon, excusez-moi ça. Est-ce que par exemple vous avez donc des obligations en matière de dialogue social ? Alors oui, on a des obligations en matière de dialogue social, comme toutes les entreprises. Hein. Par exemple, pour ce qui est de notre coopérative nationale, nous avons eu l'obligation de mettre en place un CSE, un comité social et économique. Et c'est là où on voit quelque chose d'extrêmement intéressant aussi dans la spécificité des SIC. C'est qu'on va avoir, par exemple, un mode de représentation des salariés qui va être double, puisqu'on a à la fois des salariés qui vont être au conseil d'administration en tant que sociétaires, donc qui sont élus par les autres sociétaires comme participants, enfin membres des instances de gouvernance au titre du multisociétariat. Et on va avoir en même temps des salariés qui vont siéger dans notre conseil d'administration au titre de la représentation des salariés, de la représentation syndicale. Et donc, on doit inventer, et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi dans nos modèles, on est aussi sur des enjeux d'innovation sociale qui sont extrêmement importants. On va inventer des formes d'organisation et de gouvernance où on va avoir à la fois ce dialogue entre les différentes parties prenantes de la coopérative, dont les salariés qui jouent un rôle central, mais avec les autres parties prenantes, et puis en même temps, ces questions de dialogue social. Donc, c'est tout ça qu'on fait vivre avec, hein, comme je le disais, donc cette attention, cette question particulière de comment est-ce que la question démocratique, elle peut aussi se jouer au quotidien dans le travail et dans l'organisation du travail. Est-ce que, par exemple, aussi, vous priorisez la formation et l'évolution professionnelle des salariés ? Oui, alors il y a un enjeu effectivement important sur la formation et sur l'évolution professionnelle. Mais j'ai envie de dire que cet enjeu-là, on le traite de manière globale. C'est-à-dire qu'effectivement, on le traite au niveau de nos salariés, avec un enjeu aussi, je pense, dans nos secteurs, et c'est peut-être la même chose sur ICOP, qu'on est aussi sur des métiers qui sont assez techniques, qui demandent quand même des niveaux de compétences que ça soit sur le secteur de l'électricité, mais je pense que ça doit être pareil au niveau dans le ferroviaire, donc d'un niveau de compétences, hein, donc la recherche et le besoin de profils qui ont cette capacité à maîtriser ces enjeux. Donc cette question de la formation, elle est importante, mais c'est une formation qui va être donc aux enjeux métiers, mais c'est aussi une formation à la culture coopérative, parce que ce dont on est en train de parler là, c'est vraiment d'entreprises qui fonctionnent au quotidien avec des enjeux bien particuliers, hein, de gouvernance, d'association des parties prenantes, de modèles économiques, etc. Et donc, il faut aussi qu'au niveau des salariés, ces enjeux-là soient compris, appréhendés, partagés et vécus. Donc, nous, on a par exemple à ENRCOP un parcours d'intégration pour les salariés, qui va parler de notre projet, de nos métiers, mais qui va aussi parler de la forme coopérative, qui va aussi parler du fait que qu'est-ce que ça veut dire être salarié et sociétaire. Oui, c'est une posture bien particulière qu'on n'aura pas dans une entreprise capitaliste classique. Ça veut dire qu'on est salarié, mais qu'on est aussi partie prenante du projet coopératif, et donc on a aussi son mot à dire, et plus que ça, dans les grandes orientations de la coopérative. Donc il y a aussi tous ces enjeux de formation à la culture coopérative, au projet coopératif, qui sont peut-être une spécificité des modèles coopératifs par rapport aux entreprises. Alors, j'arrête de dire classique, parce que Denis a dit qu'effectivement, il ne faut pas dire classique. On va dire aux entreprises capitalistes non coopératives. Denis Stocking, vous souhaitez peut-être intervenir suite aux propos de Fanélie Carré-Comte ?
En fait, je pense que l'enjeu, il y a un enjeu majeur des relations de travail, des relations sociales dans l'entreprise est tout à fait essentiel. Un enjeu qu'on a relativement peu évoqué jusqu'à présent, c'est l'enjeu de la diversité dans les entreprises. Et donc, il y a la diversité femmes-hommes, mais pas seulement. La lutte contre les discriminations. C'est un enjeu qui est tout à fait essentiel dans nos différents pays, qui est un élément sur lequel l'Europe insiste toujours, et c'est un des points que je me plais à souligner dans les politiques européennes, cet enjeu de diversité dans l'entreprise, pas seulement dans l'entreprise d'ailleurs, mais aussi dans l'entreprise, qu'il faut souligner. Denis Stocking, vous êtes économiste de formation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les missions de votre think tank qui s'appelle Pour la solidarité? Alors, notre objectif est très simple, c'est développer une Europe sociale et durable. Donc, une ambition quand même tout à fait claire. Et on le fait au travers d'un ensemble d'actions qui sont à la fois de l'éducation populaire, à travers de publications, d'études, de recherches sur les enjeux européens liés à la solidarité. Et à la fois, on accompagne des acteurs pour permettre de mieux appréhender les politiques européennes. Et aussi, on a un rôle de lobby vis-à-vis de l'Europe et d'intervention, pour notamment en matière d'économie sociale, mais pas seulement, de pouvoir influencer les politiques européennes au travers d'initiatives qui viennent des territoires. Parce qu'on a beaucoup parlé de mobilité tout à l'heure. Les coopératives de mobilité, c'est un enjeu européen qui existe dans différents pays. Une coopérative bruxelloise qui s'appelle Urban Bike, c'est du belgo-anglais, sur le dernier kilomètre, en fait, sur les livraisons en vélo au dernier kilomètre. C'est une belle coopérative qui se développe bien depuis 2 ans, que nous soutenons, et qui fait partie de ces coopératives dont nous parlions tout à l'heure, Railcoop, Mobicoop, Urbike. Il y en a en Italie aussi. Et par rapport à l'enjeu qui était l'enjeu de notre table ronde, ça fait plus d'1 siècle que l'économie sociale et solidaire se trouve au cœur aussi de l'industrie et des industries de réseau en particulier. Il y a 1 siècle et demi, en Italie, il y avait des coopératives dans le domaine énergétique, de distribution et de production. Et c'est une très bonne chose, c'est encore maintenant aujourd'hui avec Enerco. Mais donc, un peu partout en Europe, il faut développer des initiatives solidaires et durables. Et c'est à quoi nous nous intéressons, mais en partant du terrain. Donc, pas en restant dans une bulle bruxelloise technocrate, mais plutôt en partant du terrain et en revenant vers le terrain. C'est ça l'important. Ce sont les êtres humains et les structures portées par des êtres humains. Donc, une notion d'économie sociale et solidaire qui date, dit Denis Stocking, de plus d'1 siècle. Oui, c'est vrai que les premières coopératives ont existé en 1840, il y a 180 ans, du côté de Manchester. C'est là qu'on trouve la première coopérative. Voilà. Et ensuite, c'est un système qui a explosé durant la progression du monde industriel. Et à la fin du siècle, en Angleterre, une des plus grosses coopératives avait déjà 4 millions d'adhérents. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Donc on le voit aussi avec la création des SCOP. Alors ça s'appelait pas SCOP, c'est pareil à la fin du 19e, 1884 ou 5, je ne sais plus exactement. Voilà, se sont créées aussi des coopératives ouvrières et on voit là le côté donc industriel et capitalistique où il fallait construire des ateliers, acheter des machines pour faire tourner l'entreprise. On a également des grandes surfaces ou des banques coopératives. Enfin, après, c'est développé, oui, le Crédit Agricole, c'est pareil, il a été créé à la fin du 19e siècle. C'est banque coopérative. Alors, ils ont plus de 8 millions de sociétaires. Le Crédit Mutuel, encore un peu plus, je crois que c'est 8,4 millions. Voilà, on a dans le monde coopératif des très grosses entreprises.
Alors, elles ne sont pas toujours vraiment ce qu'elles feraient partie de l'ESS. C'est un grand débat dans le monde de l'ESS. On ne sait pas, Leclerc, voilà, coopérative de commerçants, mais ce sont des entreprises classiques qui se sont réunies pour créer la centrale d'achat. Donc on n'est pas tout à fait dans la même chose. Leclerc, ils sont que 549 sociétaires. Vous êtes près de 3000. Nous, on est déjà près de 3000. Donc voilà, c'est pas du tout la même approche. Et c'est vrai qu'après, on voit d'autres grosses coopératives. Les coopératives agricoles, bien sûr, que tout le monde connaît, ce sont des coopératives qui font des chiffres d'affaires en milliards. Donc voilà, ce sont des entreprises, de grosses entreprises. Donc c'est quelque chose d'important dans ce monde-là. Denis Stocking parlait de diversité, il est revenu à 2 reprises sur ce terme-là. Vous aussi, vous avez évoqué la diversité d'acteurs. Cette diversité, elle est un petit peu difficile à définir. Moi, par exemple, je pourrais penser immédiatement à la lutte contre les discriminations, parce que c'est quelque chose dont on entend souvent parler, qui est un problème dans beaucoup d'entreprises. Est-ce que c'est un des enjeux pour vous ? Oui, complètement. Et d'ailleurs, les critères ESUS intègrent aussi cette dimension-là. Et pour vous dire aussi, dans les premières prises de contact, donc là, l'équipe est en train de s'étoffer. Aujourd'hui, on est tout petit, mais on est en train de recruter. Voilà. On a pris attache avec un cabinet qui s'appelle Mosaïque RH, qui travaille sur ces enjeux de diversité et d'emploi, notamment des personnes issues de la diversité. Donc voilà, c'est un vrai sujet. La question de l'emploi de personnes en situation de handicap aussi, c'est un vrai sujet pour la coopérative. On espère que bientôt, peut-être un cercle de sociétaires va émerger sur cette question de l'accessibilité du handicap. Voilà, on vraiment l'appelle fortement de nos voeux au niveau de l'équipe opérationnelle et du CA, mais comme on vous le disait, le principe de la coopérative, c'est que ça vienne des sociétaires, donc il ne faut pas que tout vienne ni de l'équipe opérationnelle ni du conseil d'administration, parce que sinon on perd vraiment l'état d'esprit de la coopérative, mais on a vraiment le souhait que ces questions-là soient à un moment, fassent l'objet de réflexion structurée au sein de la coopérative dans le cadre des cercles de travail qui sont actuellement mis en place. Oui, et c'était un des sujets des ateliers de cet après-midi également, une discrimination, on peut l'appeler comme ça, l'accès des femmes aussi aux responsabilités, à l'égalité de rémunération. Oui, tout à fait. Donc ça a été discuté cet après-midi dans un cercle. Alors qui n'était pas seulement sur la question de l'accès des femmes dans la gouvernance de l'entreprise, mais aussi plus globalement l'accès des femmes dans le secteur de la mobilité, dans tous les métiers, et l'accès des femmes au train. Et d'ailleurs, il y a des statistiques qui étaient remontées dans le cercle cet après-midi, c'était assez marrant, où il y a des statistiques qui ont été produites. Alors j'avoue que je ne sais plus la source, mais c'est vrai que quand on va dans le TGV en première, on voit quasiment que des hommes. Par contre, sur les Ouigo ou en seconde, on voit que des femmes. Voilà. Donc bon, il peut y avoir... Je suis pas surprise de cette statistique. Et donc effectivement, ça a été débattu cet après-midi, de se dire comment on donne aussi envie aux femmes de venir travailler dans le secteur ferroviaire, qui peut être historiquement perçu comme un secteur plutôt masculin. Alors et justement, donc, vous avez un début de réponse. Ce qui a été abordé cet après-midi, par exemple, c'était de se dire, mais il faut bien comprendre que la question notamment du ferroviaire, c'est une question d'aménagement du territoire, de développement durable. Il y a cette enjeu d'économie sociale et solidaire. Finalement peut-être, ou pour plein de raisons, mais je pense que ce serait trop long peut-être d'en débattre ici maintenant, mais où effectivement peut-être les femmes vont plus naturellement, on va trouver plus de femmes dans l'ESS et moins effectivement quand on parle ferroviaire, il y a un peu moins de femmes. Et d'ailleurs, c'est vraiment un enjeu pour nous aussi de diversifier ce sociétariat. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes physiques, on le disait, dans le sociétariat de RICOP, et on a beaucoup d'hommes, c'est vrai. Et une majorité d'hommes dans les sociétaires personnes physiques. Oui, je n'ai pas les statistiques exactes en tête, mais je pense qu'il y a une majorité d'hommes. Oui. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir diversifier le sociétariat, en tout cas bien évidemment sur les personnes physiques. Et puis après, il y a la diversité du sociétariat au sens large, avec tous les collèges de sociétaires qu'on a déjà abordés tout à l'heure. Il y a eu également d'autres ateliers. Je regarde là le programme, parce qu'il y a eu cet après-midi donc 11 ateliers. Alors le premier, les dynamiques locales et citoyennes autour de RICOP. Qui a proposé cette thématique ?
Alors, c'est le cercle bordelais, puisque aujourd'hui, on commence à avoir des cercles de sociétaires qui sont territorialisés. Et le premier cercle, d'ailleurs, donc, est né à Bordeaux et se réunit autour, justement, des enjeux de train et du ferroviaire sur le territoire de Bordeaux. Voilà. Et donc, l'idée, c'est potentiellement, demain, de créer d'autres cercles territorialisés, mais ça, encore une fois, c'est aux sociétaires de le proposer. Oui, sur l'échelle locale, dont on parlait Exactement. Tout à l'heure. Et d'ailleurs, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure, parce que je pense que vraiment, la question de l'ancrage territorial, on parlait de la pérennité, je pense qu'il faut vraiment corréler les deux. C'est-à-dire que la question de l'ancrage territorial et de la pérennité du modèle, ça va ensemble. C'est-à-dire que, et d'autant plus sur un modèle comme RICOP, où quand on pense le développement du ferroviaire, on doit bien le penser par rapport aux besoins du territoire et à ce que le ferroviaire peut apporter sur le territoire. Donc voilà, et donc je voulais juste rebondir là-dessus. On parlait d'ailleurs avec Nicolas Debézieux, donc, qui est directeur de RICOP ce matin, on évoquait cette espèce de cohérence. RICOP est basé à Figeac, dans le Lot. Ça n'aurait pas semblé logique, quand on parle de maillage de territoire, d'être basé sur Paris. Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de réfléchir, parce que l'équipe s'étoffant, bien évidemment, le télétravail se développe, etc. Mais à un moment, on a quand même besoin de se réunir et de se voir entre collègues, etc. On sait que tous les futurs salariés de RICOP... Alors, je ne parle pas du personnel roulant. Hein. Là, on est en train de travailler. D'ailleurs, je fais peut-être une petite parenthèse qui n'en est pas complètement une, mais dans les bases vie du personnel roulant, donc qui seront notamment sur la première ligne Bordeaux-Lyon, on est en train d'étudier la possibilité d'avoir la base vie donc des conducteurs et du personnel de bord à Guéret ou aux alentours de Guéret. Ça peut être Saint-Sulpice-Laurière, ça peut être Guéret, en fonction des graphiques de circulation et de où les trains vont se croiser. Dans une logique, on évoquait la question sociale, dans une logique d'éviter les découchés pour le personnel roulant, parce qu'on pense que c'est un élément important socialement de permettre aux gens, après leur journée de travail ou leur nuit de travail, de rentrer chez eux. Voilà, ça nous semble très important. Et donc, pour ça, il faut penser la base vie quelque part sur la ligne. Voilà, et c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire. Si on peut créer demain 40 emplois à Guéret, parce que ce sera ça, sur la ligne Bordeaux-Lyon, et ben du coup, voilà, on contribue finalement à dynamiser, à désenclaver, à faire vivre une petite ville comme Guéret. Donc c'est aussi un véritable enjeu, hein, l'insertion professionnelle, l'emploi en période de crise. Oui, c'est ça. Par rapport au territoire, et donc on a déjà pris des premiers contacts donc avec les acteurs institutionnels de Guéret pour voir justement comment on prépare aussi ces recrutements, parce que ça se prépare pas simplement en termes de qualification, ça se prépare aussi en termes de conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'on se dit aussi des gens qui vont prendre leur service la nuit potentiellement, il faut qu'ils puissent accéder à la gare, il faut peut-être qu'ils aient des logements proches de la gare, etc. Donc on a engagé des discussions avec les acteurs de l'État à Guéret et des acteurs des collectivités territoriales pour voir ce qu'on pouvait imaginer comme solution. Alors concrètement, au niveau des offres de RICOP, en tout cas pour le transport donc de voyageurs, 2022 Bordeaux-Lyon. Donc ça veut dire, alors on est sur du moyen terme parce que c'est très long tout ça, il va pas y avoir donc 10 lignes de RICOP l'année prochaine. Au niveau des emplois, donc vous commencez déjà à réfléchir là-dessus pour 2022, vous êtes déjà en réflexion pour les prochaines lignes, parce qu'ensuite il y aura donc Toulouse-Rennes, je crois. Toulouse-Rennes et Lyon-Thionville. Et Lyon-Thionville, exactement. Oui, on prépare bien évidemment, donc on prépare l'avenir. Donc là, il va y avoir des recrutements. Là, on renforce un peu plutôt les fonctions support. Donc il y a des recrutements qui sont en cours, notamment sur un chargé de projet ou une chargée de projet R&D, sur la question du renforcement du pôle sur la sécurité ferroviaire. Aujourd'hui, on a un directeur de la sécurité ferroviaire qui s'appelle Jérémy Ogui, qui a besoin de renforcer son équipe. Donc là, il y a des recrutements qui vont être lancés, là, qui viennent d'être lancés. Le pôle communication, enfin voilà, plutôt les fonctions support aujourd'hui qui sont en train d'être structurées, d'être renforcées. Et puis, dès l'année prochaine, on va lancer effectivement des recrutements par rapport aux conducteurs sur le fret, puisqu'on va lancer notre premier service fret à partir de... Dès 2021. Exactement, deuxième semestre 2021. Et puis ensuite, les personnels de bord sur la ligne Bordeaux-Lyon qu'on évoquait tout à l'heure. Donc oui, on est en train de préparer tout ça. Alors on évoquait donc ces axes principaux, hein, la politique salariale, la réponse aux besoins, la concertation des personnes, la territorialité, mais le développement durable aussi. Ça, c'est une des thématiques les plus importantes de l'économie sociale et solidaire et d'une SIC.
Oui, complètement. Développement durable, on est dedans. On peut choisir d'ailleurs un des objectifs, des 17 objectifs du développement durable. On est forcément notre ADN, on est dedans. Hein. Il y a des critères bien sûr écologiques, il y a des critères sociaux. On vient d'en parler auprès des salariés, auprès des citoyens, auprès des collectivités. Voilà. Donc on est foncièrement dans le développement durable. Dans plusieurs des objectifs préconisés qui existent quand même, le développement durable, le concept, rapport Brundtland 1987 et après Rio 1992. Mais alors il y en a qui trouvent un petit peu désuet, mais c'est toujours dans l'actualité. C'est-à-dire, savoir le développement durable, ce n'est pas que l'environnement, c'est le social, l'économique, il faut que ça soit économiquement viable, et l'environnement. C'est quand les trois bulles se rejoignent qu'on est à l'intérieur du développement durable. Sinon, on est juste dans l'économique ou dans l'environnement ou alors dans le social. Il faut rejoindre ces trois bulles pour être vraiment au cœur du développement durable. Quand on parle justement d'environnement et qu'on évoque donc le fret, on pense tout de suite à l'empreinte carbone des poids lourds. Enfin, on est bien d'accord que ça, c'est un des enjeux majeurs, que beaucoup de personnes, de toute façon, se posent cette question-là. Là, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Oui, là, forcément, oui, il faut essayer de décarboner le transport. Et le train, on le sait, ça fait partie de ces enjeux-là qui émet beaucoup moins de... Alors, selon le fret, la tonne kilomètre transporté, etc., on est dans des rapports de 1 à 3. Et pour les voyageurs, c'est pareil, c'est très important. Le train n'est pas émetteur de gaz à effet de serre. Donc ça, forcément, ça fait partie aussi de la raison d'être de RICOP. Et d'ailleurs, sur ce sujet, pour avoir des éléments peut-être précis sur ces enjeux-là, il y a eu une conférence cet après-midi sur le sujet qui était animée par Philippe Bourguignon, qui est membre du conseil d'administration de RICOP. Et donc, je vous invite éventuellement, pour ceux que ça intéresse, à aller la revoir. Elle sera disponible en replay sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pourrez trouver effectivement toutes les réponses à vos questions. C'était sur la thématique de l'environnement et de la mobilité. Oui, c'est ça. C'était la conférence qui a eu lieu cet après-midi, en début d'après-midi. Fatima Bellarèche, peut-être vous souhaitez intervenir sur cette thématique mobilité et environnement? Oui, j'étais en train d'essayer de retrouver, c'est pas que je n'écoute pas, mais on a fait un baromètre Opinionway et c'est un des points, je pense, sur lequel on a besoin de s'améliorer. C'est une préoccupation et comme l'a dit Dominique, on voulait aller un peu plus loin que le simple fait de dire c'est dans notre ADN et faire en sorte qu'on puisse aussi accompagner un peu plus concrètement. C'est un peu comme la question de la parité, c'est des sujets sur lesquels on pense qu'on est très bon, mais la réalité parfois nous rattrape. Le plafond de verre existe aussi chez nous et même si les femmes sont bien présentes dans le mouvement, le fait que les instances, que dans l'encadrement, que les postes de dirigeants soient bien occupés par les femmes, c'est important de le traduire factuellement. Et donc, on a la même démarche au niveau des questions, on va dire, développement durable et en particulier écologique, parce qu'il y a une très, très forte attente. Et je voulais partager avec vous, en fait, un baromètre que nous avons fait en septembre auprès des Français, et notamment auprès de dirigeants et de salariés de l'économie conventionnelle, on va dire. Et il y a un vrai changement, c'est-à-dire que le modèle coopératif a un vrai attrait, notamment pour ces questions-là, puisqu'on a 80% en fait, des Français qui disent aujourd'hui que pour évaluer la performance d'une entreprise, on ne peut plus s'appuyer uniquement sur des critères économiques, mais qu'il faut prendre en compte des critères sociaux et sociétaux plutôt. Et sur ces 3 critères, le premier qui arrive, c'est l'égalité femmes-hommes. C'est un baromètre réalisé par Opinionway, donc qui représente avec un panel représentatif. Mais le premier critère, c'est l'égalité femmes-hommes. C'est formidable. Et puis le suivant, c'est la dimension écologique. La troisième, c'est l'implication des salariés. Et ces questions-là arrivent avant l'intérêt de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a un vrai changement aujourd'hui. On a pu le voir aux dernières élections notamment, mais aujourd'hui, cette dimension citoyenneté
démontre en tout cas un attachement de plus en plus fort aux questions environnementales sur lesquelles RICOP me semble extrêmement bien placé pour répondre en tout cas à ces aspirations sociétales. Denis Stocking, j'imagine que vous pensez la même chose, que RICOP est bien placé pour répondre à ces questions environnementales et sociétales. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais je voudrais revenir 5 secondes sur l'enjeu de la parité dans l'entreprise. Vous avez le droit d'y revenir plus de 5 secondes. Hein. Assez chouette si dans les statuts de RICOP, pour l'année prochaine, par exemple, c'est une suggestion d'un sociétaire de base, si il pouvait y avoir un enjeu de parité inscrit dans les statuts, la parité dans les organes de gestion. Bon, petite suggestion, enfin grande suggestion, qui je pense n'est pas que symbolique. Elle est extrêmement importante, montrant l'enjeu de l'égalité qui est porté par RICOP. C'est un premier élément. Sur l'enjeu du développement durable, d'abord, je rejoins ce que Dominique a rappelé comme définition du développement durable, qui est maintenant racrapoté souvent exclusivement à un enjeu environnemental, alors qu'il est économique, social et environnemental. Ce que je voudrais insister sur l'enjeu européen. Vous savez que la nouvelle Commission européenne, il y a 1 an, a mis comme première priorité de ses politiques pour les années à venir l'enjeu du développement durable, ce qu'on appelle le pacte vert et le Green Deal en langage européen. Et ce pacte vert, c'est pas du vernis sur une réalité différente. Pas plus tard que mercredi passé, donc le 9, il y a eu une décision sur l'enjeu d'une mobilité verte portée par la Commission, dont notamment, bien sûr, pour le ferroviaire. Et c'est un élément parmi beaucoup d'autres qui montre que l'enjeu environnemental est une priorité européenne, mais avec une petite incise que je voudrais faire, peut-être même une petite pique, si vous me permettez, c'est le fait qu'il faut aujourd'hui que les Françaises et les Français, en plus du secteur de l'économie sociale et solidaire, prennent en compte les moyens qui sont donnés par l'Europe pour développer l'environnement dans les politiques économiques et sociales. Il y a juste 250 milliards d'euros qui sont accordés par l'Europe pour les politiques régionales et avec une majorité relative sur l'enjeu du développement durable. Il faut s'emparer de ces éléments-là. Vous savez que le plan de relance français est pour près de la moitié financé par l'Europe et avec une priorité à l'environnement. Eh bien, il faut pouvoir utiliser ces moyens qui sont mis à notre disposition, à nous, militants et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Denis Stocking, j'imagine qu'on va vous répondre immédiatement. Vous avez d'abord, je crois, Dominique Guéret été interpellé au sujet de la parité. Ensuite, Monsieur Stocking nous a interpellés en tant que Françaises et Français. Je vous en prie, allez-y. La parité d'abord, peut-être ? Oui, la parité, c'est vrai qu'on y pense, on y pense fortement. C'est souvent un reproche qu'on nous fait. C'est vrai que notre CA est très peu féminisé. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un problème. On aimerait bien y arriver. Mais à la limite, si on avait voulu la parité dans nos statuts au démarrage, on n'aurait pas pu démarrer parce qu'on n'aurait eu pas assez de femmes, ou on aurait eu un CA de 4 personnes. Donc voilà, c'était pas l'enjeu. Il y a quand même besoin de monde pour réfléchir et démarrer cette entreprise. Mais par contre, oui, je pense que ce serait intéressant, effectivement, de le mettre ensuite dans les statuts, comme on peut les modifier. On les modifie en AG, hein, bien sûr, les statuts. Et il y a déjà quelques petites choses. On n'a pas 1 an, il faudrait déjà commencer à les modifier. Mais c'est effectivement, c'est là on voit qu'en mettant en route, eh ben, il y a besoin de faire des retouches sur ces statuts, et pourquoi pas, hein, voilà. C'est bien que quand on ait quand même une femme qui soit directrice déléguée, donc dans l'opérationnel au sein de RICOP, je pense que c'est pas mal. Vous êtes d'accord, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais... Oui, après, je voulais rebondir sur ce que disait Denis aussi sur les questions des enjeux européens et de l'argent que met l'Europe aussi sur le plan de relance et le pacte vert. Je pense qu'effectivement,
l'Europe est souvent décriée et en fait, il y a quand même de très belles choses qui se font au niveau européen. Avant de prendre la direction générale déléguée de RICOP, j'ai travaillé dans les affaires européennes pendant 15 ans, donc j'ai fréquenté un peu ce milieu et je vois aussi ce qui peut être fait avec notamment les financements européens. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place, y compris, alors que ce soit dans le cadre du Green Deal, que ce soit sur les enjeux d'économie sociale et solidaire. Pas plus tard que cette semaine, je participais à une table ronde justement organisée par la Commission européenne sur l'implication citoyenne. Donc la Commission aussi réfléchit à ces sujets-là. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mécanismes qui existent au niveau aussi européen qui peuvent être mobilisés. Et donc nous, on y travaille, on regarde. Vous évoquiez tout à l'heure la question de comment RICOP peut s'inscrire aussi dans cette dynamique européenne. Il y a la notion de s'inscrire dans la dynamique européenne pour développer des services au niveau européen. Donc là, on ne se l'interdit pas dans quelques années, bien évidemment, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de freins qui existent encore sur l'interopérabilité des services, sur l'homologation du matériel ferroviaire. Enfin, on sent que le marché européen ferroviaire... Il y a encore un petit peu de travail, enfin, ça a été évoqué un peu ce matin par Karima Delli. Mais donc voilà, il y a un certain nombre de sujets. Mais plus globalement, sur ces grands sujets de société, de vision du monde, de transformation finalement de l'économie, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont proposées. Et nous, on a l'ambition au sein de RICOP de s'inscrire complètement dans cette dynamique européenne. Peut-être également que Fanélie Carré-Comte et Fatima Bellarède, je souhaite répondre aux propos de Denis Stocking. Fanélie Carré-Comte, peut-être ? Oui, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que le levier européen, il est, je crois, majeur pour, d'abord, quand on parle de transition énergétique, ces sujets-là, ils ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc, de toute façon, il faut qu'on le traite au niveau supranational. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de leviers autour desquels on peut s'appuyer en Europe. Et je voudrais vous citer, par exemple, l'exemple d'une nouvelle réglementation qui est venue des textes européens et qui est en train de s'imposer, en fait, dans toutes les réglementations nationales des États membres, c'est la question des communautés énergétiques renouvelables et citoyennes, puisque donc les directives européennes reconnaissent désormais dans leurs textes une notion nouvelle, qui est donc cette notion des communautés énergétiques citoyennes, qui reconnaît les projets d'énergie renouvelable portés par les citoyens et les collectivités locales. Et donc, tous les États, et la France est en train de retranscrire cette directive européenne dans ces textes, vont donc devoir intégrer cette nouvelle dimension dans leur réglementation et avec derrière l'idée de pouvoir mettre en place des mesures et des dispositifs de facilitation pour développer ces projets d'énergie renouvelable portés par les collectivités et les citoyens autour beaucoup de formes coopératives. On en parlait tout à l'heure, vous l'avez vu dans le reportage avec le témoignage d'énergie partagée. Donc, on voit bien que là, on a, par le biais de l'Europe, un levier réglementaire qui devrait nous permettre de pouvoir développer encore davantage nos enjeux de démocratie énergétique et d'énergie citoyenne au plan européen. Donc, effectivement, il y a plein de choses à faire. Et je dis aussi deux mots, évidemment, sur la question de la parité, parce que je voulais aussi, évidemment, rebondir pour dire que, voilà, je souscris, évidemment, à tout ce qui a été dit. C'est un enjeu majeur. Nous, on a une RICOP, un conseil d'administration national qui est paritaire, une PDG, Amandine Elbizati, qui est une femme, ce qui est rare, on peut le dire, je crois, dans le secteur de l'énergie. Mais je pense qu'on a tous conscience que ces enjeux-là, ils ne sont jamais acquis. On peut toujours et on doit toujours faire mieux. Je pense que personne n'est parfait en la matière et donc c'est important d'être toujours dans ces dynamiques de progression et d'amélioration. Mais je voulais dire aussi que je crois que pour moi, c'est aussi une condition indispensable pour réussir la transition de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on ne réussira pas la transition écologique et sociale sans ces dimensions d'égalité et sans cette dimension d'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est aussi une condition de réussite de l'évolution de nos sociétés vers des modèles plus justes. Merci Fanélie Carré-Comte. Je vois que le temps défile pour notre plateau. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot, avoir peut-être un dernier message ? Si vous nous entendez. Moi, je voulais peut-être revenir sur un point qui était un peu évoqué dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, qui est la question des partenariats intercoopératifs.
C'est-à-dire, à un moment donné, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut davantage développer nos modèles d'économie sociale et solidaire. Et je crois qu'il est extrêmement important que quand on réfléchit de manière globale à la transition écologique et sociale, elle se fera de manière systémique dans différents secteurs d'activité. Et le reportage a cité tout à l'heure la question des licornes. Alors les licornes avec plusieurs O, c'est un terme qu'on utilise pour parler de nouveaux modèles coopératifs qui vont exister sur des secteurs de marché de masse concurrentiels dans un certain nombre d'activités du quotidien. Et je crois que voilà, Enercoop, nous, on a été créé il y a 15 ans au moment de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. C'est très intéressant de voir aujourd'hui le parallèle avec ce qui est en train de se passer avec les 1 an de Railcoop et aussi ce qui est en train de se passer dans d'autres secteurs d'activité avec d'autres coopératives. On a Mobicoop sur la mobilité, on a Télécoop sur la téléphonie, Common, on pourrait citer Label Emmaüs sur le commerce en ligne. Et la question est comment est-ce que toutes ces coopératives-là vont pouvoir développer un écosystème pour pouvoir d'abord s'aider entre elles pour s'appuyer sur leur développement mutuel, mais aussi proposer aux citoyens, aux collectivités locales, aux acteurs économiques, à toute la société, de pouvoir porter en fait ces solutions et ce modèle économique alternatif de manière systémique. Je crois que c'est un vrai levier d'espoir et de développement au plan national et aussi au plan européen pour que on arrive à ce que cette économie sociale et solidaire et ses valeurs, elles soient demain, ça soit elle, cette économie classique, en tout cas cette économie majoritaire, parce que je pense qu'on n'en a pas vraiment d'autre choix que de réussir ça par rapport aux défis économiques et écologiques et sociaux qu'on traverse actuellement. Donc, il faut soutenir ces partenariats coopératifs et c'est en ce sens que c'était vraiment important pour nous, Enercoop, de pouvoir participer à cette plénière pour l'anniversaire de Railcoop aujourd'hui. Merci beaucoup, Fanélie Carré-Comte. Fatima Belharetch, peut-être un mot sur ces partenariats coopératifs. Voilà, je vais dire presque Fanélie m'a emboîté le pas, mais je trouve en tout cas que dans les Railcoop, Enercoop, Mobicoop, Cities, enfin vous voyez en fait les cycles que vous avez mis en avant sont de véritables innovations sociales dans le sens où elles apportent vraiment le fait qu'un autre modèle de société dans des secteurs qui ne sont pas faciles, on a parlé aussi tout à l'heure des plateformes coopératives, enfin des plateformes du numérique, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissements. Je crois que Railcoop, en soufflant sa première bougie, c'est l'année qu'elle vient de passer et puis les années précédentes de maturation. Mais c'est vraiment, en tout cas, ce qui nous donne le chemin que ce changement de société, cette transformation est possible. Et nous sommes vraiment, nous, au niveau de la Confédération, très, très, très en soutien et très en appui, parce qu'on sait aujourd'hui une des difficultés qu'on n'a peut-être pas beaucoup développées, c'est la question du financement, la question de l'investissement, en particulier dans ces entreprises qui sont des entreprises qui sont dans un secteur capitaliste. Et aujourd'hui, même si on dispose d'outils, ça reste quand même un enjeu important. Ça me permet de reboucler la boucle avec l'Europe. Aujourd'hui, je crois qu'on a un véritable enjeu au niveau européen, et notamment pour qu'on soit un peu mieux formé, qu'on soit un peu mieux avisé pour aller chercher ces financements. Il y a la question réglementaire, mais il y a aussi ces financements sur lesquels l'ESS a encore un peu de progression à faire. Et donc, on s'y attelle pour être au plus près, en tout cas, de ces innovations sociales qui sont vraiment l'avenir de ces alternatives qui, j'en suis certaine, nous amèneront très haut dans les aspirations citoyennes tant attendues aujourd'hui. Merci Fatima Belharetch. Denis Stocking, un dernier mot également, puisque nous arrivons bientôt sur la fin de cette table ronde. Juste un mot, je ne serai pas long pour dire que je partage à 100% ce que Fanélie et Fatima ont dit, ce qui montre pas simplement le fait qu'on est d'accord, mais le fait qu'il y a un courant qui se passe en France, mais aussi au niveau européen, pour développer un nouveau modèle économique. Et ce modèle économique, un nouveau modèle qui existe depuis un siècle et demi, mais qui est en plein développement et qui est pris en compte par la Commission européenne. Je peux vous dire que lundi, il y a une réunion du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'économie sociale et qui prépare
un plan d'action de la Commission européenne sur l'économie sociale qui sortira en septembre prochain. Et lundi à 3 heures, je parlerai de RICOPE pour mettre en évidence ce modèle français de la SIC, le modèle français après 1 an d'existence de RICOPE. Voilà, parce que il y a des choses sur les territoires français qui se passent, qui sont remarquables, qui sont dynamiques et qui préparent un avenir superbe dans le domaine du développement durable, du développement économique et du développement social. Donc, que du bon. Merci, Denis Stocking. J'imagine que vous avez peut-être de quoi répondre avec des personnes qui sont très positives au sujet de RICOPE. Oui, Dominique je voudrais aussi rebondir sur ce que vient de dire Denis. C'est vrai que ce modèle de SIC unique en France est très intéressant. Et on peut en profiter pour remercier la Confédération Générale des SCOP parce qu'ils ont énormément travaillé pour faire ce projet de loi. Donc je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du monde d'après à cause de la crise Covid. Mais avec les SIC et avec les SCOP, voilà, on est déjà dans le monde d'après. C'est un modèle pour ce monde d'après que nous faisons ensemble, que nous construisons tous ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Justement, en parlant de cette crise sanitaire, est-ce que ça a modifié votre vision de RICOPE et vos enjeux? La crise, le confinement, le déconfinement, est-ce qu'il y a eu d'autres réflexions avec ça? J'ai envie de dire, ça a encore plus conforter notre modèle comme étant vraiment un modèle qui fait sens en fait, par rapport à cette question aussi de l'aménagement du territoire. On le voit par rapport à cette crise sanitaire aussi avec des clusters qui sont souvent dans les métropoles, etc. Les questionnements qui se posent aujourd'hui sur le fait de partir vivre plutôt dans des petites villes, des villes moyennes. Voilà, enfin, plus globalement, on se rend compte que la question de l'économie relocalisée aussi est un vrai sujet. Donc forcément, cette crise, je pense, nous a confortés dans notre vision et dans notre modèle. Moi, je voulais juste rebondir sur un point qui a été abordé par Fatima, sur la question du financement. Parce que je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Effectivement, on n'est pas dans une logique de lucrativité. Donc forcément, des investisseurs classiques qui chercheraient un retour sur investissement très rapide et très important ne vont pas y trouver leur compte. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour RICOPE et pour d'autres, d'aller mobiliser des financeurs sur des investissements hautement capitalistiques. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui s'engagent dans le monde de l'économie sociale et solidaire et qui proposent des solutions. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. On parlait tout à l'heure un petit peu de la question du matériel ferroviaire, puisque ça coûte très cher de l'acquisition ou la location de matériel. C'est combien à peu près? J'ai peu d'idées. Alors une rame neuve, aujourd'hui on va dire c'est entre, parce que selon les chiffrages qui nous ont été donnés par les constructeurs. Entre 20 et 40 millions. Alors non, on est plutôt entre 12 et 16 millions d'euros la rame sur des rames Coradia Liner Alstom, Régiolis. Voilà. Donc voilà, c'est des investissements sur la ligne Bordeaux-Lyon, il nous en faut 9. Il nous faut 9 rames. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme le disait Dominique tout à l'heure, on ne peut pas les acheter, on va les louer. Mais les loueurs, par exemple, nous demandent un certain nombre de garanties, ce qui est normal. Donc, on se retourne vers des institutions financières de l'économie classique. On se retourne aussi... Il faut aller chercher ces garanties. Voilà, il faut aller chercher ces garanties. Et y compris, on se retourne aujourd'hui, on est en discussion avec l'État ou avec les régions, pas pour qu'elles nous financent sur l'exploitation, j'insiste bien là-dessus. On cherche pas de la subvention, on cherche effectivement, pour le coup, une garantie qui nous permette d'accéder à ce marché par rapport à un modèle qui, finalement, classiquement, est plutôt opéré par où les investisseurs, pour des nouveaux entrants comme nous, vont plutôt être dans une logique de recherche de rentabilité. Et comme nous, on est sur un modèle, comme on le disait ce matin pour ceux qui ont suivi la plénière du matin, entre le secteur privé et le public et l'intérêt collectif, c'est comment on travaille intelligemment avec l'ensemble de ces acteurs pour faciliter l'accès au financement de ce matériel ferroviaire qui est bien évidemment nécessaire pour faire rouler des trains. Voilà. Nous arrivons quasiment sur la fin de la table ronde. Dominique Guéret, est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot pour les 1 an de RICOPE? Oui, pour les 1 an de RICOPE, tous ensemble, on doit co-construire ce projet. Donc, prenons le chemin de fer, FAIRE, ensemble.
Voilà, vous l'avez compris. Donc, pour faire bouger les lignes, vous pouvez devenir sociétaire de RICOP. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ne vous déconnectez pas tout de suite, car nous allons vous proposer la vidéo officielle de RICOP. Donc, nous vous remercions. Nous remercions bien entendu les invités qui étaient en ligne. Merci Alexandra de Bézieux et merci Dominique Guéret d'avoir été sur ce plateau. Joyeux anniversaire donc pour les 1 an de RICOP. Je remercie également les interprètes en langue des signes et toute l'équipe de TV7 pour la réalisation. Très bonne soirée à tous.